Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Diagne. Bonsoir. Nous vous remercions d'avoir quitté votre séance plénière pour nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes le président du groupe libéral à l'Assemblée nationale. Malgré votre jeune âge, vous êtes une figure vraiment marquante de la politique au Sénégal, vraiment une personnalité politique phare. Je ne sais pas comment vous vivez le nouveau régime, comment vous le vivez à partir de l'hémicycle, comment vous voyez un peu le travail de ce nouveau régime. Je vous remercie à Lyon et je voudrais saluer tous ceux qui sont autour de cette table. M'excuser auprès des téléspectateurs pour la qualité de la voix. Je suis sous l'emprise d'une grippe qui apparemment refuse de me lâcher depuis quelques semaines. Mais j'espère que je pourrai tenir parce que vous avez quand même tenu à ce que je participe à cette émission qui est une très belle émission. Je suis de l'opposition et je crois que c'est ça qui est normal. Un homme politique doit accepter d'être dans l'opposition, de se battre pour conquérir le pouvoir, mais aussi de perdre le pouvoir et de se retrouver dans l'opposition pour se battre à nouveau et revenir au pouvoir. C'est la vie normale d'un homme politique normal. C'est vrai que maintenant, dans notre pays, il y a quelques hommes politiques qui sont un peu à part et qui font que souvent la classe politique est discréditée. Est-ce qu'ils ne sont pas majoritaires, malheureusement? Je ne pense pas. Peut-être qu'ils sont plus médiatiques, mais je crois qu'ils ne sont pas majoritaires. Alors, l'appréciation que j'ai apportée sur l'action du gouvernement, pour être objectif, je crois que jusqu'à présent, les promesses ne sont pas encore tenues. Le prix des denrées de première nécessité est resté là où il était. Le prix du carburant est plus cher. Les factures d'électricité sont aussi plus chères. Les inondations sont encore là. L'emploi des jeunes se pose encore avec une grande acuité. Donc tous les problèmes que vous aviez laissés ici peut-être que c'est nous qui les avions laissés ici, mais c'est la raison fondamentale qui avait conduit aussi aux Sénégalais de nous chasser et de faire venir d'autres personnes qui avaient pris l'engagement solennel de régler ces problèmes-là. Mais depuis presque 2 ans, la situation est restée la même. Quand nous étions là, nous avions mis l'accent sur les infrastructures, sur la construction de lycées, la construction d'hôpitaux, etc., etc. Bon, les Sénégalais n'ont pas compris et ont pensé qu'il fallait d'abord s'occuper du ventre. Eux, ils sont venus, ils ont promis de régler les questions alimentaires, les questions sociales. Mais encore une fois, le peuple attend. Vous avez reçu dernièrement le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Elle a déroulé sa feuille de route. Vous étiez présent. Comment vous avez apprécié cette déclaration? Est-ce qu'elle a mis sur pied des jalons qui font que vous avez espoir quand même? Il faut même poser la pertinence d'une deuxième déclaration de politique générale. Dans nos pays, qui sont des pays à régime présidentiel, je crois que si le nouveau président s'installe, son Premier ministre peut venir à l'Assemblée nationale et présenter une déclaration de politique générale. Mais je crois que si le Premier ministre change, ce n'est pas la peine. Parce que nous avons vu que Madame le Premier ministre n'a fait que répéter son prédécesseur ou ses prédécesseurs. Est-ce qu'il n'est pas pertinent de poser le problème de savoir si on a même besoin d'un Premier ministre, en fait? Non, je crois qu'on devrait avoir besoin d'un Premier ministre si le Premier ministre joue le rôle de coordination qu'on attend de lui, le rôle d'anticipation qu'on attend de lui. Et aussi si le Premier ministre a des pouvoirs pour décider sur un certain nombre de sujets. Tel ne semble pas être, en tout cas, le cas au niveau de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle, avec les déclarations de politique générale, souvent c'est des vœux pieux, c'est de bonnes intentions, c'est des chiffres qui sont annoncés, mais sans lendemain. Et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on ne met pas en place, même au niveau de l'Assemblée, des mécanismes de suivi des engagements du chef du gouvernement pour pouvoir l'évaluer 6 mois après ou un an Actuellement, pour en revenir à vous, peut-être à
actualité. Que se passe-t-il au sein du PDS? Quelle est votre position? On a reçu la dernière fois un de vos jeunes, M. Alusso, qui lui, je pense, commence à se déterminer, à poser des jalons assez clairs. Qu'est-ce qu'il en est de vous? Qu'est-ce qu'il en est de la succession de Maître Wade au sein même du PDS? Quelles sont vos ambitions, vous, personnellement? Au PDS, nous sommes en train de nous réorganiser. Vous savez que c'est très difficile de perdre le pouvoir dans nos pays-là. Quand un parti perd le pouvoir, bien entendu, il rencontre davantage de difficultés. Mais je crois que là, nous avons repris du poil de la bête et que les Sénégalais commencent à nous réécouter parce que les difficultés sont là et ils se sont rendus compte que les promesses n'ont pas été tenues. Est-ce que vous pensez que vous reprenez vraiment du poil de la bête? Je le crois sincèrement. Il y a plusieurs peut-être de vos membres qui sont poursuivis pour des... Oui, voilà, je le crois. Oui, je le crois sincèrement. Bon, maintenant, chacun d'entre nous, au niveau du PDS, peut avoir ses ambitions. Je crois que c'est légitime d'avoir des ambitions. C'est légitime de dire je veux être secrétaire général du parti. C'est légitime de dire je veux être le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. C'est légitime de dire je vais être candidat député aux prochaines élections législatives, mais je crois que dans le cadre d'un parti organisé, on attend le moment venu pour engager le débat. Le débat ne s'est pas encore posé au niveau du PDS et en ce qui me concerne, j'attendrai ce moment précis pour pouvoir faire savoir aux militants, aux responsables et à l'opinion quels sont mais comme le dit l'adage, est-ce qu'il ne faut pas, comme on dit, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Est-ce que vous ne pensez pas que les autres sont déjà partis à point? Non, je crois que rien n'est trop tard. Encore une fois, c'est Dieu qui est le maître des destins. Et je ne suis pas sûr qu'à ce niveau précis, on puisse dire qu'on est parti à temps ou bien qu'on est parti en retard. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a à faire, c'est de rester digne malgré les difficultés. C'est de s'engager à respecter le choix des Sénégalais. Ce sont les Sénégalais qui ont choisi de nous renvoyer dans l'opposition. Il faut respecter le choix des Sénégalais. Et le moment venu, changer peut-être de cap, changer de discours, comme on dit, reconnaître les erreurs que nous avons eu à commettre dans la gestion du pouvoir et peut-être convaincre les Sénégalais de remettre le pays entre nos mains. Nina Penda. Monsieur Diagne, est-ce que vous estimez que le PDS n'a pas encore reconnu les erreurs commises durant les 12 années que vous avez été au pouvoir? Je disais que nous sommes dans le cadre d'un parti où il y a des questions qui sont évoquées dans les coulisses, dans les couloirs de la permanence nationale, dans les rencontres informelles entre militants. Mais je crois que le parti, en tant que parti, ne s'est pas encore vu à travers, par exemple, un atelier, un séminaire, un congrès pour évaluer son bilan, pour pouvoir dire voilà nos points faibles, voilà nos points forts, et aussi reconnaître auprès des Sénégalais les erreurs que nous avons eu à commettre, parce que je crois que si nous n'avions pas commis d'erreurs, on ne serait pas renvoyé de la tête du pays. Il faut avoir l'humilité de l'admettre et maintenant d'essayer de se corriger à l'avenir pour éviter ce qui s'est passé le 25 mars 2012. Je crois que de façon générale, le bilan de Wade a été un bilan élogieux du point de vue des infrastructures, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé, du point de vue de l'agriculture. Mais quelque part, nous avons péché à prendre en charge les préoccupations sociales des Sénégalais, notamment l'emploi des jeunes, notamment les prix des denrées de première nécessité. Et ensuite, quelque part aussi, certains d'entre nous ont été peut-être plus ou moins arrogants, plus ou moins... non, pas plus ou moins, c'était vraiment arrogant. C'est pour... mais est-ce que ça a changé maintenant? C'est mon style de parler comme ça. Vous le faites de manière très diplomatique, mais j'estime que, en partie, pourquoi les Sénégalais ont choisi quelqu'un d'autre au lieu du PDS, entre autres choses, il y a eu cette arrogance, il y a eu ce mépris à la limite des préoccupations des Sénégalais. Bon, en fait, nous disions que c'est vrai qu'il y a des infrastructures routières. OK.
mais nous ne mangeons pas ces infrastructures routières. Certes, c'était un argument qu'on pouvait développer en disant voilà les raisons pour lesquelles nous estimons qu'il fallait mettre en place des projets qui puissent permettre aux Sénégalais de circuler, de pouvoir aller d'un point à un autre pour que l'économie puisse se faire ressentir là. Mais madame, sur cet aspect. Mais l'autre chose également, heureusement que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs. Mais certains membres de votre parti ne le reconnaissent pas. Et quand vous nous parlez d'une mise au point, de revenir sur les erreurs que vous avez commises en 12 ans, est-ce que vous n'estimez pas qu'il fallait le faire avant ? Avant, ça veut dire juste au lendemain du 25 mars, dire nous avons perdu le pouvoir, voilà ce que nous aurions dû faire, au lieu que ce soit un PDS qu'on a vu exploser et Aïda Mbodj et quelqu'un d'autre se disputent, d'autres se disputent. Donc voilà un peu moi Je crois qu'il faut que les questions il faut que la question soit précise. Vous avez dit beaucoup de choses et comme je ne prends pas note, c'est souvent difficile de retenir. Mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les infrastructures ne se mangent pas. Si, elles se mangent. Elles se mangent. On peut peut-être poursuivre le débat si vous voulez, mais je considère que quand vous avez un rendez-vous où vous pouvez gagner 2 millions de francs CFA à cause de la circulation, vous ratez le rendez-vous, vous risquez aussi de rater votre dépense le lendemain. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que les infrastructures, ça ne se mange pas si les infrastructures se mangent. Je crois que chacun a sa façon de voir les choses. Et moi, j'essaie d'être objectif. Notre parti a été certainement le parti qui s'est le plus battu pour l'approfondissement de la démocratie dans ce pays. Tout à fait. Notre parti s'est battu pour le multipartisme, il s'est battu pour l'apparition de plusieurs titres de journaux, on s'est battu pour la liberté de marché, la liberté d'expression, etc., etc. Et au pouvoir aussi, on a fait quelque chose, c'est indéniable. On aurait dû, je crois, rester davantage au pouvoir si nous avions, dès le départ, compris certains messages du peuple sénégalais. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Mais je rappelle seulement que l'arrogance, elle n'est pas seulement libérale. Elle est sénégalaise. Regardez ce qui nous gouverne aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que certains d'entre eux ne sont pas plus arrogants que certains? Moi, c'est quelque chose qui me fascine, c'est-à-dire le changement de discours des gens. Quand vous les voyez, par exemple, nous, sur les plateaux, quand on les reçoit, lorsqu'ils sont dans l'opposition, la manière avec laquelle ils parlent, et quand vous les avez une fois qu'ils sont au pouvoir, donc les gens... Je crois que c'est le pouvoir qui corrompt et qui corrompt peut-être absolument. Donc maintenant... À partir de maintenant que nous savons que la démocratie est sur les rails, le système électoral est parfait, on peut réaliser l'alternance sans se donner des coups de poing, sans brûler un pneu. Il faut que les hommes politiques comprennent que nous sommes plutôt des serviteurs des Sénégalais et non le contraire. Et nous devons nous plier à leurs exigences. Je crois que de façon générale, les Sénégalais... Malheureusement, on le dit, mais on ne l'applique pas. Oui, on l'applique. Mais je crois... Non, ça va venir. Je crois que Senghor s'est installé à la tête du pays, comme vous savez. Abdou Diouf est venu à la tête du Sénégal, comme vous savez. Mais Abdou Diouf est arrivé à la tête du Sénégal par l'article 35. Wade est venu à la tête du pays par des élections démocratique. Et 12 ans après... Mais paradoxalement, par exemple, vous dites, ce que vous dites est vrai, sur le plan démocratique, sur le plan des élections, peut-être pas la démocratie, mais au moins sur le plan des élections, il y a eu une évolution. Depuis Senghor, comme vous dites, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Mais sur le plan, par exemple, de l'arrogance dont vous parlez, de l'attitude même des hommes politiques, de leur virtuosité, par exemple, de ça, est-ce que vous pensez que nous avançons ou bien nous reculons? Est-ce que vous pensez que les ministres sous Abdou Diouf étaient aussi arrogants que les ministres sous Wade, et les ministres sous Wade aussi arrogants que les ministres maintenant les ministres sous Diouf, c'est difficile de faire une comparaison parce que tout est question maintenant de communication de médias. Sous Diouf, il n'y avait pas autant de journaux, il n'y avait pas autant de télévision privée, il n'y avait que le Soleil et la RTS, donc on pouvait ne pas... Parce que vous parliez de servir le peuple. Maintenant je dis... Ils avaient cette culture peut-être de je crois qu'il faut partir de 2000, où nous avons géré. Là, il y a un nouveau pouvoir qui est là. Les Sénégalais se rendent compte que les reproches qui nous avaient été adressés se retrouvent aujourd'hui se retrouvent aussi
avec l'actuel régime. Mais je crois que si demain, l'actuel régime est sanctionné... Mais c'est la même famille, c'est la même famille. En 2000, ceux qui sont là, c'est ceux qui étaient là avec vous en 2000. En 2000 quand même, c'était les mêmes. Mais je crois... Ça, ce sont les Sénégalais qui ont choisi comme ça. Je crois que ce sont les Sénégalais qui se sont dit, d'accord, bon, Wade, il est peut-être un peu âgé, il a fait ce qu'il avait à faire, mais nous n'avons pas encore confiance au Parti socialiste. Les socialistes avaient enfoncé le pays. Il faut peut-être trouver quelqu'un qui soit de l'école de Wade sans être Wade. Tout à fait. Et peut-être ils ont porté leur choix sur Macky Sall, c'est sa chance. Il faut l'admettre et maintenant l'appeler au travail, à faire des résultats, à aller de l'avant. Parce qu'encore une fois, être opposant ne veut pas dire que nous devons souhaiter l'échec du pouvoir en place. Non, nous devons le critiquer, les critiquer s'il le faut, parce que nous pensons revenir. Et nous n'allons que continuer le travail qu'ils ont entrepris. Maintenant, s'ils ne font rien, il reste clair que notre travail va être beaucoup plus difficile. Mais est-ce que vous ne pensez pas, M. Diagne, que le sursis dont a bénéficié le PDS, le régime actuel ne bénéficie pas de ce sursis? Parce que j'aime à rappeler une chose, c'est qu'au début, quand on critiquait le pouvoir du PDS, le pouvoir du président Wade, les Sénégalais disaient « Baïlen Gorgui Mouligue ». Mais c'est parce que tout simplement, quand Wade était arrivé au pouvoir, très tôt, même s'il n'a pas réglé les problèmes séance tenante, très tôt, il a montré une volonté. En fait, il a suscité l'espoir. Aujourd'hui, on ne demande pas au président Macky Sall de régler la question du chômage en l'espace d'1 an, 2 ans. Mais je crois que si l'objectif était bien fixé, la stratégie bien élaborée, au moins les Sénégalais allaient garder l'espoir que le problème va trouver une solution d'ici quelques années. Mais tel n'est pas le cas. C'est en fait ça la grande différence entre le régime de Wade et le régime de Macky. Si l'espoir était là, les Sénégalais allaient dire « laissez Macky Sall travailler ». Mais tel n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous faites le tour des marchés, le tour des cars rapides, le tour des mosquées et autres. On vous dit « Namon nañu Ablaye Wade, namon nañu sen nguur ». Et c'est un discours qui se généralise de plus en plus. Mais ça veut dire tout simplement... Ils le disent peut-être pour vous faire plaisir. Mais non. Parce que quand ils disent... Ils n'ont aucun intérêt. Parce qu'ils vous trouvent sympathique, ils vous disent... Aucun intérêt. On les traverse dans la rue, bon, ils nous reconnaissent et ils nous le disent. On ne les connaît même pas. Quand ils disent Namounagnou Abdoulaye Wade a trouvé en 2000 un pays qui avait vécu déjà 10 ans d'ajustement structurel avec des projets élaborés. Donc, le gouverner étant, bien sûr, pour suivre ce que nous avons trouvé, les projets que le Parti socialiste avait laissés ont été continués par le PDS. Est-ce que, quand les Sénégalais s'impatientent en disant que Namounagnou Sengour, c'est pas parce que le pouvoir du PDS avait dilapidé beaucoup d'argent, il y avait la corruption, il y avait des mallettes d'argent qui étaient distribuées, ce qui n'est pas le cas parce que Macky Sall, avec son gouvernement, dit qu'il n'a rien trouvé dans les caisses. Mais vous ne suivez pas... Et qu'il faut réajuster et remettre les choses dans les tiroirs. Vous ne suivez pas l'actualité ou alors vous ne lisez pas les journaux tous les jours. On parle de marché de gré à gré, on parle de beaucoup d'autres choses. Je crois que de ce côté-là, il n'y a pas eu de rupture. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de l'actuel régime. Je crois que ce qu'il faut tout simplement comprendre, c'est que les Sénégalais avaient pensé que quand on brandissait un sac vide de riz en disant « arrivé au pouvoir, je vais réduire ce riz-là », les Sénégalais avaient cru. Quand on leur promettait aussi des centaines, voire des milliers d'emplois, notamment 500 000 emplois par an, pour le mandat, ils y avaient aussi cru. Mais maintenant là, c'est la désillusion totale. Maintenant, comment faire pour remettre le pays au travail? Comment faire pour remettre la confiance au niveau des Sénégalais? Ça, c'est une tâche extrêmement ardue. Ça va être extrêmement difficile pour l'actuel régime parce que le départ est un peu faussé. Et aujourd'hui, les Sénégalais sont de plus en plus impatients, attendent de plus en plus et se posent énormément de questions. Mohamed Alabi. Bon,
Bonjour, Monsieur Fada. Bonjour. Monsieur Diagne Fada. Donc moi, contrairement à Nina, je ne suis pas carrément d'accord avec elle, mais bon. Mais moi, mon problème, c'est que si je devais vous noter, vous, le PDS, je dirais que le PDS, en tant que parti dans l'opposition, ils ont fait un travail excellent avant d'arriver au pouvoir. Le PDS, pendant le pouvoir, ils ont travaillé. On peut dire qu'ils ont fait du bon travail. Mais le PDS, post-pouvoir, qui est revenu dans l'opposition, franchement, ils ont fait un travail médiocre. Parce que je trouve que vous êtes dans l'opposition depuis 2 ans et qu'en 2 ans, vous n'avez posé aucun jalon pour proposer quelque chose aux Sénégalais ou pour vous renouveler. Je pense que vous n'avez pas réussi à organiser l'après-Wade. Peut-être que vous avez eu un problème pour faire, comme on dit au Sénégal. Donc, c'est quoi exactement le problème? Mais non, je crois que ce que vous avez dit, c'est vrai, arrivé de retour dans l'opposition, nous n'avons pas tenu de congrès, nous ne sommes pas renouvelés. Encore, c'est Abdoulaye Wade, le secrétaire général national du PDS. Nous avons un comité directeur qui se réunit assez régulièrement et qui prend position sur l'actualité politique nationale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le pouvoir en place ne nous a pas laissé le temps de nous organiser. Dès les premières semaines de la deuxième alternance, c'est presque la chasse aux sorcières. C'est en fait une pression qui est exercée sur un certain nombre de responsables du parti. Bon, cela a un effet négatif sur la vie du parti parce que cela a fait que tous les efforts étaient concentrés pour la libération de nos détenus, pour la libération de nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui détenus, au détriment de l'organisation du parti, au détriment de la préparation des prochaines élections, disons, au niveau municipal. Alors maintenant que nous sommes assez bien conscients que le régime veut seulement nous mener vers ce qu'ils appellent la traque des biens supposés mal acquis, de plus en plus, nous nous rebuffons et essayons de gérer cette question, mais aussi de gérer le parti. Et c'est dans ce cadre-là que dès la semaine prochaine, nous allons entamer une tournée de remobilisation à Thiès, à Mbour, à Tivaouane, etc., etc. Et nous sommes aussi en train de nous préparer pour installer un peu partout des comités électoraux pour préparer les élections municipales, les élections locales. Et certainement après les élections locales, on va vers le congrès. Parce que quand même, le congrès pour nous est essentiel. C'est un congrès de restructuration, un congrès de refondation même. Un congrès qui va permettre au parti d'afficher ses nouveaux leaders, ses nouveaux dirigeants, son nouveau discours, son nouveau look pour pouvoir peut-être se présenter encore devant les Sénégalais et essayer d'avoir leur suffrage. Oui, parce que comme vous disiez tout de suite, je pense que vous avez parfaitement raison concernant l'espoir. Je trouve que, comme vous, le régime actuel n'a pas su susciter l'espoir au niveau des populations, mais de la même manière, le PDS actuel ne suscite aucun espoir, je pense, que ce soit pour les anciens militants ou même pour les Sénégalais qui ne se retrouvent plus en ce moment. Il n'y a aucun espoir du côté du PDS, parce que comme vous l'avez dit, au lieu d'essayer de se concentrer, peut-être que vous êtes un peu trop concentré sur le dossier Karim Wade, parce que vous dites, c'est vrai qu'il y a beaucoup de militants du PDS qui sont en prison en ce moment, mais c'est vrai que le gros des efforts sont concentrés sur Karim. On ne parle que de Karim Wade au niveau du PDS. Même dans les médias, on ne parle que de Karim Wade. Je ne sais pas, est-ce que vous vous dites que Karim Wade est la seule alternative pour le PDS ou bien c'est juste pour être, par rapport à Abdoulaye Wade, c'est une manière d'être loyal. Voilà, d'être loyal par rapport à... Non, je crois que non. Vous savez, dans un parti, il y a du tout. Hein. Dans un parti, si vous voulez marcher ensemble avec des gens, il faut accepter les différences. Nous n'avons pas, nous tous, les mêmes positions sur l'ensemble de ces questions-là. Chacun a son point de vue, chacun a sa façon de voir, chacun a ses ambitions. Mais comme nous voulons marcher ensemble, nous essayons de nous comprendre et de se dire le moment du débat pour la réorganisation, le moment du débat pour le choix d'un candidat à l'élection présidentielle, le moment-là n'est pas encore venu.
comme il n'est pas encore venu, essayons ensemble d'avoir une direction collégiale sous l'impulsion d'un coordonnateur général désigné par le secrétaire général national pour faire marcher les choses. Bon, et je crois que... Vous comprenez un peu sa préoccupation, parce que c'est vrai que quand il y a une déception au niveau des populations, est-ce qu'ils peuvent attendre, vous, que vous vous restructuriez? C'est en fait ce message d'espoir. Vous manquez un peu d'opportunisme, d'un opportunisme positif. Non, c'est ce message d'espoir que je veux partager avec vous et avec les Sénégalais. C'est pour dire que le PDS a les ressources humaines qu'il faut, a les ressources politiques qu'il faut. Le PDS est une machine électorale. Le PDS est certainement l'un des partis les mieux organisés à travers le pays. En fait, en tout cas, je crois qu'entre le PDS... Pourquoi vous ne traduisez pas ça en acte? Parce que moi, personnellement, peut-être qu'avant 2012, je ne sais pas, je ne regardais pas peut-être les cadres du PDS, mais depuis 2012, quand je vous vois parler, quand je vois un Alioune Sow parler, un Pape Diop, c'est des gens qui s'expriment bien, qui ont des idées claires, qui ont un message clair, mais quand il s'agit d'actes, ça part dans tous les sens. Donc, mais c'est parce que c'est la nature de nos organisations politiques. Rappelez-vous que le PDS a quand même... Le PDS a été fondé par Abdoulaye Wade en 1974. C'était le début de la démocratisation du Sénégal. Lui-même, il a été étudiant de la FEANF. Il a été formé dans ces mouvements estudiantins de la France, donc avec une certaine conception de la démocratie. Moi, je ne fais pas partie de la génération de Wade. Je ne peux pas avoir la même façon de voir, la même façon de concevoir que le président Wade, le président Diouf ou le président Senghor. Je suis d'une autre génération. Et beaucoup d'entre nous qui sommes aujourd'hui dans le PDS sont de cette génération. Peut-être que vous avez cité un certain nombre de personnalités, mais il y en a d'autres qui sont aussi brillants que nous, ou alors plus brillants que nous, qui sont dans le PDS, qui sont au niveau de la base et qui encore gardent l'espoir pour la survie du PDS. Et le jour où on fera notre congrès et on affichera le nouveau comité directeur, vous vous rendez, de toute façon, vous-même, vous pouvez vous en rendre compte à travers les débats. Il y a beaucoup de gens que vous découvrez aujourd'hui que vous ne connaissiez pas avant. C'est parce que tout simplement, au PDS, nous avons d'excellentes ressources humaines et je suis sûr que les ressources humaines sont là pour pouvoir porter un nouveau message d'espoir. Et pour le rassemblement de la famille libérale, vous en êtes où? Il paraît que Abdoulaye Wade a eu à rencontrer Idrissa Seck. Non, ça c'est faux. Abdoulaye Wade n'a pas rencontré Idriss Seck. Pour le regroupement de la famille libérale, c'est un principe politique avancé par le secrétaire général national. Et en ce qui me concerne, c'est important parce que nous avons besoin de clarifier le débat politique. Nous avons besoin de clarifier le jeu politique. Nous avons besoin d'inviter les Sénégalais à choisir selon les programmes. Moi, j'ai un programme libéral, l'autre a un programme socialiste, l'autre a un programme communiste. Présentons tous les programmes devant les Sénégalais et laissons les Sénégalais le soin de choisir le meilleur programme. Mais quand les libéraux sont avec les socialistes et en même temps avec les trotskistes, les communistes, pour dire voilà le programme, ça c'est un programme Soupou-Kandia et ça ne marche pas. La politique, nous ne l'avons pas inventée. Depuis la Grèce antique, on fait de la politique. Si nous voulons faire de la politique, il faut qu'on la fasse comme ça se fait ailleurs. Vous ne verrez jamais en France Martine Aubry s'acoquiner avec Copé ou alors Mélenchon essayer de voir qu'est-ce que Bayrou pense. Mélenchon a son programme, le Parti socialiste a son programme, la droite française... Avec Sarkozy, on avait vu des ministres socialistes, un ministre socialiste... Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais ça n'a pas tenu parce que ça n'a pas tenu. Lui, il essaie un peu de s'ouvrir, mais ça n'a pas tenu. Vous êtes pour un retour d'Idrissa Seck, de Pape Diop et des... Non, moi je suis pour... Non, je personnalise pas le débat. Moi, je suis pour que tous les libéraux soient ensemble. Tous les socialistes soient ensemble. En parlant même des retrouvailles de la famille libérale, en même temps, je plaide pour des retrouvailles de la famille socialiste, des retrouvailles de la famille communiste. Que ce soit l'APR, que ce soit l'APR, le PDS, le Rewmi, ce n'est pas ça le plus important. Moi, je parle politique. Je ne parle pas de gouvernement, je ne parle pas de gouvernement d'union nationale, je parle de politique. C'est-à-dire que ceux qui ont les mêmes idées doivent être ensemble. Ça, c'est pour l'intérêt. Donc vous n'êtes pas du même avis qu'Omar Sarr qui parlait d'un... Le coordonnateur Omar Sarr n'a donné que son avis personnel en ce qui concerne cette question. Et je crois que le comité directeur qui m'avait choisi la dernière fois comme porte-parole du parti l'a bien répété. Il est libre, c'est quand même un haut cadre du parti.
on ne peut pas bâillonner la liberté d'expression. Il a donné sa position personnelle, ça reste sa position personnelle, en expliquant ce que c'est un gouvernement d'union nationale. Et je crois que lui aussi, son discours a été sorti de son contexte, parce que tel qu'il nous l'a expliqué, il cherchait tout simplement à expliquer qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement d'union nationale. Mais il n'a jamais dit que le PDS voulait rentrer dans un gouvernement d'union nationale. Et vous, votre position sur la question? De quoi? Du gouvernement d'union nationale. Mais non, mais le contexte ne s'y prête pas. Il n'y a pas de contexte qui mérite qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Le pays marche, l'Assemblée fonctionne, le pouvoir gouverne, nous nous opposons. C'est comme ça aussi qu'il faut voir là. Et puis c'est pour 5 ans, non? 5 ans, c'est pas beaucoup. 5 ou 7 ans. 7 ans plutôt. Ça, c'est la grande... Mais j'espère qu'il... Non, je connais quand même un peu le président Macky Sall. Non, je crois qu'il a donné sa parole. Il respectera sa parole. Monsieur Diane Fada, bonsoir. Bonsoir. Je vous ai écouté attentivement ce soir, comme j'essaie de vous écouter dans chacune de vos interventions médiatiques. J'ai écouté aussi attentivement les questions de mes très chers frères et sœurs, donc Nina Pendafaye et Mohamed El Habib. Il y a dans les réflexions qui sont sorties ce soir une préoccupation qui revient. Je vais rejoindre quelque part ma collègue Nina Pendafaye sur sa réflexion de l'arrogance passée du PDS lorsqu'ils étaient au pouvoir pendant 12 ans. Et on arrive à une question très simple et très synthétique. Vous avez parlé tout à l'heure d'erreurs qui ont été faites. Vous avez parlé de situations, d'éléments politiques qui poussent de toute façon une certaine catégorie de la population à ne pas forcément se retrouver en vous. Si vous pouviez identifier les erreurs précisément, mis à part le fait que vous ne soyez pas focalisé uniquement sur l'aspect social des choses, quelles ont été les plus grosses erreurs que le PDS a commises lors de ces 12 dernières années? Chacun peut donner son appréciation. Bien entendu, je ne donnerai que mon appréciation personnelle. J'en ai indiqué une tout à l'heure, c'est-à-dire nous avions pensé que pour une économie forte, une croissance forte, il fallait d'abord une fondation forte. Il fallait poser des fondamentaux. Pour nous, travailler pour les infrastructures, construire des infrastructures, renforcer lutter contre l'analphabétisme, en créant des écoles un peu partout, des collèges un peu partout, des lycées un peu partout, des universités un peu partout. Pour nous, c'était ça l'axe principal. En créant des écoles privées, mais en délaissant quelque part le public aussi sur bon nombre de... Mais vous savez, non, je crois qu'il y a le privé, mais je crois qu'on a aussi fait beaucoup de public, beaucoup d'écoles publiques ont été aussi... Et vous êtes satisfait aujourd'hui du résultat des écoles, du niveau des écoles publiques aujourd'hui au Sénégal, objectivement? Si vous parlez du niveau, c'est autre chose. Si vous parlez du niveau, c'est autre chose. Ça en fait partie. Mais je crois que d'abord, réglons d'abord l'accès à l'éducation, à tous. Essayons de respecter une des dispositions de notre Constitution, le droit à l'éducation. Parce que chaque citoyen a le droit à la santé, a le droit à l'éducation. Je crois que c'est ça que nous avions un peu voulu chercher. Sans vouloir vous interrompre, Monsieur Diane Fada, quand vous dites l'accès à l'éducation, justement, dans un pays pauvre comme le nôtre, parce qu'il faut qu'on appelle un chat aussi, comme les nôtres sur le continent africain, il faut préciser l'accès à une bonne éducation, parce qu'il y a éducation rudimentaire, il y a éducation fragmentaire, on peut le dire, et il y a bonne éducation aussi. On a l'impression, je vous le dis, parce que beaucoup de gens que l'on peut rencontrer dans les rues, beaucoup de parents d'élèves sont confrontés à cette réalité, on a l'impression qu'il faut avoir bien souvent des moyens ou être un petit peu un privilégié pour être certain que ces enfants puissent aller dans l'école privée. Aujourd'hui, une école privée qui coûte de plus en plus cher, dans un pays de plus en plus, objectivement, qui est pauvre. Et ça, beaucoup de personnes dans la société civile disent que c'est imputable à la réalité du pouvoir tel qu'il a été pratiqué par les libéraux dans ce pays pendant 12 ans. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces personnes? Non, je ne pense pas que la critique est fondée, parce que les libéraux ont essayé d'élargir l'assiette, d'élargir... Certains disent que vous avez pris toute l'assiette, justement, que vous avez mangé, sans vouloir faire des mauvais jeux de mots. Vous avez pris tout le thiepoudienne et puis vous avez... On a élargi l'assiette. Non, je ne réponds pas à la provocation. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis un provocateur, on l'a compris. On a élargi l'assiette, on a créé des écoles, on a créé des collèges,
on a permis aux paysans de pouvoir éduquer son enfant à travers l'école publique. En même temps aussi, le privé doit exister. Bien sûr. Moi, je suis un libéral, je crois à l'initiative privée. Mais les Sénégalais ne sont pas obligés d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées s'ils n'en ont pas les moyens. Et vous êtes conscient que beaucoup n'en ont pas les moyens. Ouais, mais ceux qui n'en ont pas les moyens n'ont qu'à laisser leurs enfants dans l'école publique. Moi qui vous parle, je suis un produit de l'école publique. À une époque où c'était quelque part moins l'école critique primaire, qu'aujourd'hui. Le lycée, le CM, le lycée, l'université de Dakar. Je suis moi un produit de l'école publique. Le président Macky Sall est un produit de l'école publique. Et vos enfants sont où? Mes enfants, la plus grande a fait l'école publique jusqu'à obtenir son entrée en 6e. Et les autres? Les autres sont dans les écoles privées. Parce que je peux... Okay. Non, parce que moi, je peux peut-être supporter ces charges-là. Mais je ne suis pas sûr que mes élèves ou bien que mes enfants sont meilleurs que certains qui sont au niveau de l'école publique. Je n'en suis pas du tout. Alors pourquoi les mettre dans le privé? Mais non, mais je ne sais pas. Parce qu'il y a trop de grèves. Parce qu'il y a trop de grèves. Vous avez été bien aidé. Est-ce que c'est qu'une question de trop de grèves qui fait que vous mettez objectivement? C'est à cause du niveau de l'éducation qui est donné. Moi, je crois que c'est trop de grèves, trop de perturbations dans l'école publique. Et puis maintenant, souvent, il y a beaucoup de violence là-dedans. Ceux qui ont la possibilité ne souhaitent pas peut-être que leurs enfants subissent... Donc c'est un échec en fait. Non, mais... Qui vous est imputable, objectivement. Non, je crois que nous, plutôt, ce qu'on doit peut-être nous dire, c'est que nous avons eu un taux de scolarisation. Nous avons augmenté le taux de scolarisation dans ce pays. Et puis nous avons encouragé les jeunes filles à entrer à l'école et à y rester. Et je rappelle qu'au niveau... On peut le reconnaître. Oui, je rappelle qu'au niveau du bac cette année, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Au niveau du bac. C'était déjà le cas il y a de cela quelques années au niveau donc, du BFM. Les filles étaient plus nombreuses que les garçons. Et c'est ça qui est normal. Parce que les femmes ou le sexe féminin fait 52%, là où les hommes font 48%. Donc je crois que dans l'ensemble, nous avons amené l'éducation à un certain niveau. Maintenant, il faudrait d'autres mesures, parce qu'il ne suffit pas de créer les conditions pour un élève d'obtenir le baccalauréat et après de le laisser dans la rue. S'il a envie de continuer, il faut trouver les instituts supérieurs, il faut trouver de nouvelles universités. Et si j'ai bien compris, le ministre Mary Teuw Niane qui parle d'université à Kolda, d'université à Tamba, je crois qu'il a compris. J'entends votre réflexion, même si je peux ne pas forcément la partager, mais elle est bien exprimée. De toute façon, vous êtes connu pour être objectivement parmi la nouvelle génération politicienne, politico-politicienne, parce qu'il y a la politique de la société civile. Voilà. Non, parce qu'il y a la société civile qui peut être très politique aussi. Vous faites partie de ceux qui sont considérés comme les plus brillants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vous reconnaître. Et dans ma stratégie générale de lancer des fleurs, après je vais vous lancer des ronces, en vous disant que malheureusement, vous êtes une étoile montante, ou j'ai envie de dire, vous êtes une lumière dans un naufrage d'obscurité, en tout cas considéré par beaucoup comme tel dans ce camp libéral, qui, de l'avis de beaucoup de gens, je vais parler de structures de la société civile que vous pouvez ne pas forcément apprécier, ou peut-être sur lesquels vous n'avez pas forcément d'avis, que ce soit des collectifs comme Y en a marre, que ce soit des mouvements tels que ceux qui sont dans la lignée de Malik Noël Seck, beaucoup de personnes, et d'autres de la nouvelle génération, qui sont parfois même de votre génération paradoxalement, considèrent que le pouvoir libéral pendant ces 12 dernières années a été tellement insolent, tellement méprisant, a été tellement, vous l'avez tout à l'heure bien souligné, en rappelant un élément de fond, en disant la politique on ne l'a pas inventée, ça part de la Grèce antique. Comme si la politique, c'est les Grecs qui l'ont inventée, comme si avant que les Grecs l'inventent, nous étions avec des os dans le nez, nous autres Africains, que nous n'avions pas de participation à la vie de la cité. Et de fait, on a l'impression que vous copiez, je vous le dis comme je le pense, que vous copiez des politiciens, des oligarques en Occident, que vous prenez comme référentiel, qui eux-mêmes sont déjà dans une démarche de corruption. Et donc, par conséquent, vous vous éloignez des préoccupations de la nouvelle génération, de la population, ou même des anciens, etc. Et vous poussez de plus en plus de personnes à pratiquer la politique dans la société civile. Qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à ceux qui disent que les politiciens aujourd'hui sont des gens qui, pour la plupart,
sont corrompus, n'ont que pour objectif de prendre le pouvoir, ils n'ont que le mot pouvoir à la bouche, mais ils n'ont plus la notion de servir. Vous êtes rattrapé à la fin, tout à l'heure, de manière très brillante, parce que vous êtes quelqu'un d'assez fin et de sage en disant que le but est de servir. Vous l'avez dit lors des 2 dernières minutes de votre intervention, mais lors des 10 premières, vous avez parlé, il faut qu'on puisse conquérir le pouvoir. Vous avez répété 3 fois la notion de pouvoir. Et le problème, c'est que le but, c'est de pouvoir servir ou de se servir du pouvoir. Donc c'est la question que je vous pose. Non, en fait, non, je crois que vous connaissez la réponse. Mais j'aimerais que vous la donniez. J'aimerais que vous la donniez avec sincérité. Non, bien entendu. En ce qui me concerne, en tout cas, le pouvoir, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire, c'est une mission. C'est une mission, le pouvoir. C'est une mission. C'est-à-dire que c'est une mission. C'est une mission qu'on accomplit pour son peuple. C'est une mission qu'on accomplit pour sa génération au sens large. C'est une mission qu'on doit maintenant découvrir. Je ne vous rappelle pas la citation de Frantz Fanon. Chaque génération a le choix, dans une relative opacité, entre trahir ou accomplir sa mission. Alors, moi, c'est comme ça que je conçois la politique. Tout à l'heure, quand je disais que nous ne l'avons pas inventé, c'est parce que je ne comprends pas, moi, au Sénégal, qu'on puisse nouer des coalitions seulement pour faire partir Diouf. Nous l'avions fait en 2000. Ou alors nouer seulement une coalition pour faire partir Wade. Et après. Et après. C'est en fait ça le problème de la démocratie au Sénégal. Les coalitions, on ne les noue pas avant les élections. On les noue après les résultats. Quand moi, libéral, je participe aux élections législatives, j'ai 40 députés, alors qu'il me faut 53 sur une assemblée de 100 députés, si le Parti socialiste a 23, je noue une coalition politique avec le Parti socialiste. Mais auparavant, le peuple avait déjà fini de trancher. Vous voulez parler de l'entre-deux tours, c'est-à-dire on fait les coalitions entre les 2 tours. Non, c'est-à-dire moi, les coalitions entre les 2 tours, de toute façon, au Sénégal, oui, mais ça c'est pour moi, même après avoir fait gagner un candidat, si on n'a pas le même programme, si on n'a pas les mêmes idées, si on n'a pas la même façon de voir, on retourne dans l'opposition, on laisse l'idée. On peut prendre le pouvoir ensemble, mais ce n'est pas la peine de gouverner. Ce n'est pas la peine de gouverner ensemble. C'est en fait ça que je veux expliquer. Et je crois que nous, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Et encore une fois... Bien que vous l'avez fait avec Moustapha Niasse, oui. Mais c'est ça que je dis. Je l'ai reconnu en 2000. Hein, parce que j'attendais cette pichonnette critique. Alors, mais nous l'avons fait en 2000. Les autres l'ont fait en 2012. Ça suffit maintenant. Il faut que la prochaine alternance démocratique se fasse en tenant compte d'une clarification du débat politique, du jeu politique. Mais il faudrait auparavant que les Sénégalais aient le choix. Comme vous avez dit, jusqu'à présent, en 2000, on n'avait pas vraiment le choix. C'est vrai qu'il y avait Abdoulaye Wade qui était un personnage historique, mais c'était plus de faire partir Diouf, comme vous l'avez dit. En 2012, c'était plus de faire partir Wade. On n'avait pas de personnages charismatiques, de politiciens charismatiques. Moi, j'ai compris ce que l'on fait en 2000 et même ce que l'on fait en 2012. En 2000, il fallait tester le système. Nous l'avons testé, nous avons compris que notre système était capable de générer l'alternance. En 2012, c'était la confirmation. Tout à fait. On a confirmé. C'était plus non à Karim Wade que non à Abdoulaye Wade. On a confirmé. Maintenant, il faudrait que prochainement, que cela soit sur la base des idées. Pour ça, parce que c'est ça qui va relever le débat. Il faut une personne charismatique, c'est ce que je dis. Il faut quelqu'un à travers lequel les Sénégalais puissent s'identifier. Mais c'est ce qui manque maintenant dans la classe politique. Pour dire, moi, je veux de tel comme président de la République. Non, de plus en plus, à l'une, il faut comprendre que les politiciens, j'aime pas le terme, ceux qui militent dans les partis politiques sont minoritaires devant le reste des Sénégalais. Ça, ceux qui ont acheté leur carte de membre dans les partis politiques sont extrêmement minoritaires devant ceux qui disposent de cartes d'électeurs. Malheureusement, les gens oublient. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut comprendre qu'il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui peut à lui seul créer les conditions nécessaires pour accéder seul au pouvoir. Il faut nécessairement aller vers des coalitions. Mais pour moi, les coalitions doivent être fondées sur la base d'idées communes, de programmes communs. Mais pas sur la base de oui, tel doit partir, tel doit rester. Dernière question, si vous permettez. Très vite. Très rapidement. Très vite. D'accord. Question de fond quand même très rapide. Vous êtes un libéral revendiqué,
fier de l'être. Vous êtes dans la libératitude, si on pouvait l'appeler ainsi. Je suis dans le libéralisme. Voilà. Est-ce que vous avez un exemple? Nous qui sommes, on fait partie des pays pauvres, et j'extrapole en parlant des pays africains. Est-ce que vous avez un exemple de pays pauvres ou en voie de développement qui, par le biais du libéralisme, ont pu se sortir réellement d'une pauvreté viscérale dans laquelle la majorité des nôtres sont installés aujourd'hui? Est-ce que le libéralisme a fait ses preuves? On voit que le libéralisme est de plus en plus critiqué, même en Occident. C'est l'effondrement du monde moderne. Et on a l'impression qu'on reprend des recettes qui ont échoué ailleurs. Tous les pays qui ont réussi à se développer ces dernières années, même s'ils ne sont pas des pays entre guillemets libéraux, ont appliqué le libéralisme. Une partie, mais pas. Je parle de politique d'État. Non, je parle. Allez en Chine, vous avez un seul parti, vous avez le communisme. Les Chinois vous disent que si nous n'avions pas appliqué le libéralisme, on n'en serait pas là. Bon, l'exemple de la Chine n'est pas forcément le meilleur exemple quand on voit les conditions dans lesquelles la plupart des Chinois, objectivement... Mais en tout cas aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire... C'est une puissance. C'est une puissance. Dans laquelle les oligarques sont de plus en plus puissants, mais il y a énormément de pauvres aussi en Chine. C'est pour ça qu'il y en a plein qui viennent ici. Vous prenez le Brésil, tous les pays dits BRIC, qui appartiennent... Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. C'est le modèle libéral. C'est le modèle libéral. Mais... non, mais ces pays-là, ce sont ces pays-là qui vont devenir, d'ici quelques années, les nouvelles puissances. Mais prenons l'exemple d'Afrique du Sud. Il n'y a jamais eu une classe aussi puissante, une classe dirigeante aussi puissante, et les townships n'ont jamais été aussi pauvres. Mais partout, la pauvreté. Donc c'est pas grave, la pauvreté, on s'en fout. Elle est partout. Hein, la pauvreté des Sénégalais ou des autres, c'est pas grave. Non, écoutez, moi, la première fois, tout gosse, quand je suis arrivé à Paris, je vois dans la rue des badauds qui demandent 1 €. Je dis, ça marche, ça m'a surpris. Donc c'est pas grave, il y a de la pauvreté partout. Français à l'époque. C'était des francs français. C'était des francs. Anachronisme peut-être. Non, c'était des francs français. Donc c'est vous dire qu'on ne peut pas échapper du libéralisme. On ne peut pas. Aucun pays. Non, mais on ne parle pas de refus de jeter, c'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans la caricature. Le but n'est pas de dire il ne faut pas être dans le cadre de productivité, il ne faut pas être dans le cadre libéral. Mais c'est le libéralisme qui gouverne le monde. C'est l'économie de marché. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Est-ce que vous avez vraiment la sensation qu'il y a une logique d'éthique dans la politique du libéralisme telle qu'elle est présentée partout? Elle est critiquée partout, monsieur, à part par les dirigeants qui se remplissent les poches et vous, peut-être votre boubou. Non, vous ne confondez pas le libéralisme et l'impérialisme. Aujourd'hui, malheureusement, c'est très lié. Non, c'est loin. Objectivement, aujourd'hui, c'est très lié. Il n'y a pas de domination d'un État économiquement sur un autre. Ce sont plutôt des pays qui cherchent les meilleures voies pour se développer, pour se sortir. C'est comme ça que je le vois. Et le libéralisme... Vous vous trompez. Ça va être un débat sur les idéaux. Je ne sais pas si, M. Faye, vous avez juste quelque chose à dire avant qu'on libère le député. Merci beaucoup, Aline. Permettez-moi de saluer toutes les personnes avec qui je partage le plateau et les téléspectateurs qui nous suivent. Donc, pour dire quelque chose par rapport à l'intervention de M. Fada, M. Fada est un personnage politique connu par sa constance idéologique et des combats politiques qu'il a menés depuis les jeunesse politiques. Donc, mais bon, la seule chose qu'on ne partage pas avec M. Fada, c'est quand ils disent que le nouveau gouvernement n'a pas posé d'actes forts allant à soulever l'espoir auprès des populations. Mais je vois que récemment, avec la couverture maladie universelle, même si c'est pour l'instant entre les enfants de 0 à 5 ans, c'est pas encore mis en place. Voilà, la bourse familiale donc, qui a été lancée, et le fonds 6 et le fonds JIP, et tous ces actes-là soulèvent de l'espoir. Moi, je pense que c'est trop tôt pour apporter un jugement de valeur pour ce gouvernement qui est élu depuis le 25 mars. Donc, laissons le gouvernement le temps de faire le travail. Ils ont posé des actes très forts dans beaucoup de domaines. Maintenant, il faudra d'ici quelques années de pouvoir juger à l'approche des prochaines élections locales. Parce qu'il est important, pour terminer, après, il y a des temps où on fait, de la politique, donc c'est quand les élections s'approchent, mais il y a aussi un temps où les gens doivent s'organiser pour travailler le pays, parce qu'on en a vraiment besoin. Et je crois que le gouvernement est dans une phase où les Sénégalais doivent l'accompagner pour qu'au moins nous pouvons trouver des solutions et avoir des réponses par rapport à toutes ces questions, toutes ces problématiques qui, depuis des années,
donc les Sénégalais dans le très fort intérieur. Fata, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Fata et Fada, c'est presque la même chose. Non, d'ailleurs, je voudrais bien savoir... Mais c'est Fata, lui c'est Fada. Hein? Ouais, bien sûr. Non, Fata, c'est Tafa que qui a été... remercié, en fait. Il s'appelle Moustapha, Tafa, Fada. Voilà, pas grand-chose à dire, hein, sauf que j'ai reçu une bonne leçon de politique. Voilà. Et maintenant de qui? C'est ça la question. Alors, je disais tout à l'heure, avant de venir ici, à mon ami Abdoulaye Faye, quand il s'est présenté comme membre du M23, il disait, au Sénégal, il faut que la société civile se batte pour véritablement marquer son territoire. On a l'impression qu'il y a beaucoup de... voilà. Hein, et qu'aujourd'hui, il est très difficile pour nous, politiques en tout cas, de distinguer les hommes politiques de la société civile et ceux qui militent dans la société civile. Et je crois que son discours de tout à l'heure m'a davantage convaincu. Mais généralement, par contre, c'était vraiment c'est ce qu'il est conseiller municipal aussi. Voilà, donc lui, il n'est pas... Vous avez été très fort là-dessus. Mais par contre, de manière générale, on réussit quand même à distinguer les membres de la société civile qui refusent la politique, comme je le dis, politicienne, et les politiciens tels que vous, qui êtes des politiciens professionnels. Non, des politiques, disons. En tout cas, ça a été un plaisir. Sauf que sur ce que vous appelez les bourses sociales, on n'a pas le temps. Mais je crois que ça ne peut pas faire frémir, malheureusement, l'espoir. J'aurais bien souhaité que ça soit le cas. Nous nous remercions vraiment d'être passés sur ce plateau. Nous allons vous laisser retourner à l'hémicycle. Nous avons été heureux de vous avoir comme invité.